Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir un petit peu patienté. On a été un petit peu retardé dans le hall. Alors, on va aborder ce soir la question des think tanks, et plus particulièrement des think tanks américains. Elle a été abordée un tout petit peu pour ceux qui étaient déjà présents hier lors de la conférence sur le rôle politico-économique des entreprises américaines. Là, on va se concentrer vraiment plus particulièrement ce soir sur la problématique des think tanks et donc des think tanks aux États-Unis et de l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir ou sont supposés avoir sur la politique américaine et sur les relations internationales pratiquées par les États-Unis. Donc ce sera une présentation en 3 parties. Une première qui va consister à vous présenter l'historique et le pourquoi du comment des think tanks américains et qu'est-ce qui fait leur spécificité. Une deuxième où on verra justement leur influence sur la politique américaine. Et enfin, on laissera une dernière partie de la place aux questions du public, et certaines questions qui peuvent être aussi posées, telles que l'instrumentalisation des think tanks. Donc, pour en parler, 2 personnes, 2 experts, l'un peut-être plus en position d'observateur des think tanks et l'autre qui a plus les mains dans le cambouis, d'une certaine manière. Donc, Philippe Bagné, qui est donc doctorant et qui fait actuellement son doctorat à Sciences Po Grenoble sur la thématique des think tanks et du rôle des think tanks dans la politique des USA, de la France et de l'Italie dans leur traitement de la question de Daesh. Donc voilà, donc en gros, en quoi les think tanks influencent la politique dans la lutte contre le terrorisme. Et Olivier Guy, donc, qui dirige une société d'intelligence économique. Alors étant moi-même responsable d'intelligence économique de CCI France, je ne doute pas que c'est une personne très bien. Mais surtout, il est là aujourd'hui parce qu'il dirige la plateforme Gulliver, Gullivern, qui est une plateforme qui répertorie pas moins de 1200, j'ai bien compté 1200 think tanks dans 100 pays dans le monde. Et donc c'est un observatoire global des think tanks qui va donc nous permettre d'avoir une vision mondiale de cette problématique. Donc je vous laisse la parole. Donc on va être en mode échange entre 2 intervenants sous format PowerPoint et après on laissera les questions à la salle. Très bien. Alors, donc c'est moi qui vais commencer. Donc dans un premier temps, je vais revenir un petit peu sur les origines du mot think tank, parce qu'on ne connaît pas toujours. En fait, il apparaît pour la première fois, le mot, dans son sens moderne évidemment, dans un article du New York Times en 1898, dans le cadre d'un reportage criminel. Alors c'est assez bizarre, parce qu'à l'époque, ça signifiait, ça servait à désigner dans un sens comique le cerveau ou la tête de quelqu'un. Alors, ce petit reportage, c'était l'histoire d'un petit vagabond manchot qui s'était introduit dans la riche propriété d'un couple. Et quand il a été interpellé par les agents de police, il a répondu « Eh monsieur, c'est pas moi, c'est mon cerveau qui est détraqué ». Et l'article du New York Times, ils traduisent cerveau par think tank. Donc boîte à idées en quelque sorte, cerveau, boîte à idées. Donc l'origine du mot think tank, à la base, servait à désigner un cerveau malade en quelque sorte, ce qui est assez étrange. Mais c'est comme ça. Le terme a évolué, évidemment. Et après, surtout la Seconde Guerre mondiale et début des années 60, il a pris le mot, la signification qu'il a aujourd'hui, avec notamment la Rand Corporation, sur laquelle je vais revenir plus longuement. Et c'est là qu'il a vraiment acquis le terme de centre de recherche tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est sur l'origine. En général, on distingue plusieurs vagues de création des think tanks. Sans remonter à l'Antiquité, mais on va se concentrer plutôt sur le XXe siècle. Personnellement, dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai recherché, on distingue à peu près 4 grandes vagues de think tank, de création de think tank. La première, c'est au XXe siècle, le début du XXe siècle plus précisément. On a une vague de création de think tank avec la Carnegie Endowment for International Peace qui est créée en 1910. On a la Brookings Institution dans les années 20, on a le Council on Foreign Relations. Et tout ça, ce sont des think tanks qui ont été créés surtout pour apporter une expertise qui se voulait neutre, qui se voulait objective, à destination des pouvoirs publics. C'était des think tanks qui travaillaient, autrement dit, sur les questions de politique publique de façon générale, et notamment sur les questions de politique étrangère, et qui avaient aussi pour objectif, pour mission, de sensibiliser le public américain à toutes ces questions-là de politique publique. La deuxième vague de création de think tanks, c'est après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis accèdent à des responsabilités au niveau mondial. Là, le think tank typique de cette période, c'est la Rand Corporation,
qui servait en quelque sorte de bureau d'études, qui sert toujours presque plus ou moins, j'y reviendrai, pour le Pentagone, pour le département de la Défense. Donc la Rand Corporation a toujours travaillé en étroite association avec le département de la Défense sur toute une série de questions militaires, principalement durant la période de la guerre froide. La troisième vague de création qu'on distingue traditionnellement, c'est à partir des années 70. Olivier y reviendra dessus tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est le moment où on a le développement de ce qu'on appelle d'advocacy tanks, qu'on se distingue des think tanks, parce qu'ils sont beaucoup plus dans une logique de soutenir une cause plus idéologiquement marquée, à droite ou à gauche, mais surtout à droite, enfin surtout côté conservateur dans les années 70, c'est de la réaction conservatrice. Et donc le think tank typique de cette période et de cette vague de création, c'est la Heritage Foundation. Et enfin, la quatrième vague, c'est à partir des années 90, après la guerre froide, où on a une prolifération de centres de recherche, de think tanks, avec une spécialisation marquée sur les questions de défense, sur les questions environnementales, sur les questions économiques, les questions sociales, etc. Donc au lieu de traiter quelque chose le vaste spectre des politiques publiques, ce seront des think tanks beaucoup plus marqués, beaucoup plus spécialisés. Donc voilà, ça c'était pour les principales vagues de création de think tanks. Donc je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Olivier qui va vous donner une vision plus générale des think tanks américains. Merci Philippe. Je vais commencer par évoquer devant vous le rapport que tout le monde évoque quand on parle des think tanks. Il s'agit du rapport de l'Université de Pennsylvanie. Ça, vous n'irez pas à une conférence sur les think tanks sans qu'on vous en parle, en bien ou en mal d'ailleurs, puisqu'il est parfois un peu contesté, mais c'est un travail quand même remarquable, puisqu'il recense près de 8000 think tanks dans le monde aujourd'hui, dans tous les pays, et les États-Unis représentent sur cette quantité à peu près un quart. J'avoue que nous, dans notre pratique, quand on identifie, on fait de la veille permanente sur les think tanks, c'est très difficile d'en trouver autant que l'Université de Pennsylvanie. Donc il y a une acception des think tanks qui est relativement large. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que ça pourrait faire l'objet d'un débat à soi tout seul. Ce qui est significatif dans le rapport de cette année, c'est que la Chine se classe en deuxième, et ça c'est assez nouveau, avec à peu près 500 think tanks. Et Cocorico, on a un think tank français qui est classé deuxième meilleur think tank dans le monde, qui s'agit de l'IFRI, sur les 500 et quelques think tanks, 197 think tanks identifiés par le rapport en France. Soit dit en passant, Thierry de Montbrial, qui est directeur de l'IFRI, dit qu'en France, il n'y a qu'un seul think tank, c'est l'IFRI. Bon, ça aussi, ça peut prêter à discussion. Rapidement, les meilleurs think tanks états-uniens, vous devez peut-être en connaître certains. La Brookings Institution, qui est classé le meilleur think tank du monde, en quelque sorte, hein, puisque cette étude fait autorité depuis des années et des années. Donc c'est un peu la mère de tous les think tanks, si vous voulez. Ensuite, le Center for Strategic and International Studies, la Carnegie Endowment for International Peace, dont tu as parlé, l'Heritage Foundation. Si vous avez vu le film d'avant, Unfair Game, qui était dans la salle d'à côté, ils n'ont pas forcément bonne réputation, mais bon, ça aussi, on va en reparler. Wilson Center, la Rand Corporation, le Center for American Progress, tout ça, ce sont de grands think tanks généralistes américains. Les grandes tendances de ces dernières années concernant les États-Unis, c'est qu'il y a eu, comme tu l'as dit, une importante vague de création de think tanks dans les années 80, mais qu'aujourd'hui on a atteint une sorte de palier. Bon, il y en a une quantité un peu astronomique, donc il y a un moment où il faut des limites, et puis il y a des limites aux ressources financières qui sont nécessaires à faire tourner ces think tanks. On en parlera un peu plus en détail après. Et d'autre part, une des tendances de ces dernières années, c'est également la création de think tanks plus spécialisés, mais qu'on laissera un peu de côté pour cette présentation. Il y a par exemple des think tanks spécialisés en nouvelles technologies, sur le droit des femmes, il y a des think tanks spécialisés sur le climat, etc. etc. Et aussi même plusieurs think tanks qui n'interviennent que dans les politiques régionales, c'est-à-dire dans les États américains. Il y en a un qui est particulièrement connu en Californie.
Les think tanks les plus importants sont tous présents à Washington, D.C. Il y en a à peu près 400 qui sont présents à Washington. Et vous voyez sur cette slide que les plus importants ont des sièges sociaux, je dirais pas pharaoniques, mais disons avec ils étalent une certaine richesse, hein, un certain confort. Et ils sont tous proches du Capitole parce que tout ça, c'est évidemment, il s'agit d'entretenir des relations avec le pouvoir. C'est là toute la base de la raison d'être des think tanks, c'est cette relation permanente avec les gens qui font la loi et qui décident aux États-Unis. Ce petit diagramme, probablement illisible pour vous, mais juste pour vous montrer, vous montrer que les think tanks couvrent à peu près tout le spectre politique américain, même si effectivement beaucoup de spécialistes affirment qu'il y a beaucoup plus de think tanks conservateurs que libéraux, que progressistes, hein, libéral au sens américain du terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous montrer les ordres de grandeur des budgets. Hein. Vous voyez que ça peut monter très très haut. Le rang est hors échelle, sinon on aurait tout aplati vers le bas, puisqu'ils ont plus de 300 millions de dollars de budget. Quand je dis budget, c'est la ligne de dépenses annuelles. À noter que ça peut quand même varier assez considérablement d'une année sur l'autre. Ça dépend de la générosité des donateurs. Et les principaux think tanks, Brookings, Heritage qu'on voit là-bas, le Council on Foreign Relations, sont des think tanks qui ont des budgets de plusieurs dizaines de millions de dollars. Le plus gros think tank français, l'IFRI, a un budget d'à peu près 6 millions de dollars. 6 millions d'euros, un peu plus en dollars. On n'est pas tout à fait dans la même échelle et c'est d'autant plus méritoire pour eux d'avoir atteint cette bonne place dans le classement cette année. Après, les différences, les différences entre les tendances politiques sont parfois un peu difficiles à cerner. Et on classe par exemple souvent la Brookings dans les think tanks progressistes, ce que je conteste un petit peu parce que, disons qu'ils sont plutôt non partisans. Ils travaillent beaucoup avec l'American Enterprise Institute, qui est un think tank conservateur reconnu. J'ai un exemple assez concret d'une décision qui aurait pu les classer à droite, puisque lors de la guerre d'Irak, l'American Enterprise Institute, qui travaillait étroitement avec l'administration Bush, avait préconisé, par le biais d'un rapport d'un monsieur qui s'appelle Fred Kagan, d'envoyer 30 000 soldats supplémentaires en Irak. Et cette décision avait été prise dans un comité auquel participaient des experts de la Brookings. Et tous les experts de ce comité étaient d'accord. Donc la Brookings avait adopté une position un peu de faucon dans ce cas-là. Vous voyez que les frontières ne sont pas si tranchées que ça, sauf pour les think tanks, les advocacy, qui sont vraiment très très focalisés sur l'idée de faire gagner un camp ou un autre. Heritage, évidemment, et puis côté progressiste, Center for American Progress. Voilà. J'ai un autre exemple aussi caractéristique de la Brookings, c'est que ils ont plutôt un des senior researchers de Brookings vient récemment de saluer la nomination de Mike Pompeo en remplacement de Rex Tillerson. Et Mike Pompeo, comme on le sait, a quand même des idées relativement droitières. Donc voilà, les frontières ne sont pas forcément hermétiques. Et puis une autre façon de classer les think tanks, que je propose, c'est non pas par leur appartenance politique, mais ça peut recouvrir, hein, mais plutôt par la façon de se présenter et leur façon de présenter leur mission et leur profession de foi. Et donc d'un côté, on peut dire qu'il y a des humanistes, c'est-à-dire les humanistes, ils veulent rendre la société meilleure, ils veulent agir pour le bien commun, enfin en tout cas c'est ce qu'ils prétendent. Au milieu, il y a les pros. Alors les pros, c'est les grands think tanks, Brookings, Rand, etc., qui, eux, disent nous, on est des scientifiques. Et puis, notre recherche, elle est carrée. Et ce qu'on vous propose, c'est la vérité, en quelque sorte. Et puis à droite, les idéologues, c'est ceux qui veulent le faire gagner, qui ont vraiment un agenda très politique. En général, c'est un agenda libertarien ou conservateur. Donc là, le Free Enterprise, le Limited Government
Et puis, on ajoute une couche par là-dessus de Leadership for America. Ça, c'est assez marqué à droite. Voilà, donc, ces trois catégories sont assez, je trouve, une bonne façon de les ranger et de les démarquer. On va faire maintenant un petit retour en arrière, dans le passé, pour revenir sur les premiers think tanks. Ils sont apparus à l'initiative de... Et ça, c'est intéressant parce que ça montre un peu la jeunesse de cette idée de think tank. Ils sont apparus à l'initiative de philanthropes qui étaient des gens qui étaient partis en général de rien et qui avaient construit des fortunes extraordinaires comme Carnegie, comme Brookings. Brookings, nettement moins riche quand même, puisque Carnegie était surnommé l'homme le plus riche du monde. Rockefeller, etc. Et ils avaient décidé qu'une fois fortune faite, finalement, ils devaient faire le bien de la société qui leur avait permis de faire cette fortune. Et pour beaucoup, ils se sont mis à la philanthropie. Et les think tanks ont été une façon, c'est-à-dire les instituts de recherche sur les politiques publiques, était une façon pour eux de participer de façon bénéfique à la vie de la société. Et évidemment, il y avait beaucoup d'autres actions philanthropiques, les universités, les librairies, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, les théâtres. Voilà. Mais les think tanks étaient, pour certains d'entre eux, une bonne façon de dépenser cet argent. Et d'ailleurs, la philosophie de la vie de Carnegie, j'ai relevé ça dans un de ses écrits, c'est le premier tiers de la vie doit être consacré à l'acquisition du maximum de connaissances, le deuxième tiers doit gagner le plus d'argent possible, et le troisième, dépenser cet argent pour des causes qui en valent la peine. Ça, c'est vraiment la philosophie du philanthrope américain. Et alors, les think tanks ensuite vont se trouver juste à la rencontre de cette idée philanthropique généreuse, d'un État jeune qui n'avait pas de compétences, beaucoup de compétences en interne et qui avait donc besoin de compétences externes. Et troisièmement, de businessmen qui, eux, avaient de l'argent pour financer la recherche des think tanks et donc avaient besoin de ces compétences, avec l'idée de créer pour eux, évidemment, un climat favorable aux affaires. Donc là, on n'est plus dans la philanthropie, on est plutôt dans l'efficacité. Alors pour illustrer ceci, j'ai retrouvé une coupure du New York Times qui date de 1932 et qui annonce une grosse barre noire qui n'était pas prévue. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Bref, cette coupure annonce la création d'un comité qui va réfléchir sur la façon de résoudre le problème des dettes de guerre. Vous savez que c'était un problème très important après la conférence de Paris. L'Allemagne avait été surchargée d'obligations et de dettes et n'arrivait pas à les rembourser. Il y avait eu déjà le plan Dawes et Young qui devaient traiter ces sujets, mais ça n'avait pas rien donné. Et donc les patrons américains, sous la direction de Sloan, qui était le patron de General Motors, avaient décidé de créer eux-mêmes un comité pour proposer la solution à ce problème des dettes de guerre. Donc après, on peut se demander qu'est-ce qu'ils en avaient à faire, mais leur problème, c'était que les affaires allaient très mal. Il y avait eu la crise de 29, l'Amérique n'arrivait pas à se relever correctement, donc ils ont eux-mêmes provoqué la création d'un comité qui devait travailler sur ces questions, qui a priori était dévolu plutôt au champ politique. Et dans ce comité, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve le directeur de Carnegie, du think tank Carnegie, et on trouve le président de Brookings, Robert Brookings soi-même, qui vont participer aux travaux. Et le même jour, comme par hasard, il y a Brookings qui publie un bouquin édité dont les auteurs sont Moulton et Pasvolsky, sur le règlement des dettes de guerre. Donc là, on voit déjà qu'il y a une articulation entre la demande des industriels pour un meilleur climat économique et le travail des think tanks qui représente, comme tu l'as dit, qui représente la façon scientifique d'aborder les problèmes. C'est-à-dire on oublie les querelles politiques, etc. On travaille de façon objective et scientifique. Et donc on a raison. Voilà. Voilà. Alors Sloan lui-même, donc le patron de General Motors, peut difficilement être considéré comme un philanthrope puisqu'il a été remercié personnellement par Albert Speer, qui était le ministre de l'armement de Hitler, parce qu'il avait contribué grâce au transfert de technologie à la victoire du Blitzkrieg sur la Pologne en 1939. Donc et il s'en vantait et il ne voyait pas où était le problème puisque c'était du business pour lui. Donc là, encore une fois, ce n'est pas le pôle philanthrope, c'est le pôle business qui reste prépondérant.
Voilà, donc, alors, Pazwolski, c'est intéressant de voir l'auteur Léo Pazwolski qui a fait partie de la Brookings jusqu'à la fin de ses jours, dans les années 50, si je me souviens bien. Pazwolski, c'est le premier symbole du revolving door, dont on a un peu parlé, c'est-à-dire le fait qu'aux États-Unis, quand il y a une administration qui s'en va, il y a à peu près 4000 personnes qui vont changer de poste. Et dans ces 4000 personnes, il y en a à peu près un quart qui vont aller dans les think tanks et un quart qui vont venir des think tanks pour les remplacer. Enfin, des think tanks et des universités. Hein, c'est pas forcément que les think tanks. Et Pazwolski, il a fait de nombreux séjours dans le gouvernement des États-Unis, et notamment comme assistant de Cordell Hull, qui était le secrétaire d'État pendant la guerre, et à qui on doit la création des Nations Unies. Et Pazwolski, c'est lui qui a rédigé la Charte des Nations Unies. C'est une idée qui est née dans le think tank Brookings. Comme d'autres, il y a eu également pendant la guerre, il y a plein d'exemples d'idées qui sont nées dans les think tanks et qui ont été mises en œuvre. Mais on peut citer le Council on Foreign Relations, qui a été à la manœuvre d'un comité qui s'appelait le War and Peace Studies, qui a été un comité confidentiel qui a délivré à peu près 700 notes au département de la défense américain pendant la guerre sur la façon de conduire la guerre, et ça de façon totalement invisible. Il y avait 100 personnes qui travaillaient. Et comme ils n'avaient pas le premier sou pour les payer, c'était la Rockefeller Foundation qui finançait ça. Et du coup, ils ont eu quand même une influence. On ne peut pas dire que c'est eux qui ont déterminé la politique des États-Unis, mais ils étaient là, et je pense que certaines de leurs notes ont pu influencer les décisions de l'état-major. Voilà. De façon symptomatique, j'ai relevé que l'une des premières notes qu'ils ont rédigées s'appelait « L'impact de la guerre sur le commerce extérieur américain ». Il ne faut quand même pas déconner, on reste dans le business. Voilà. On va passer rapidement sur la période d'après-guerre, mais juste un autre exemple, c'est le plan Marshall, qui a été lui aussi une œuvre largement mise en musique à la Brookings. Je parle que de la Brookings, il y a quelques autres think tanks à l'époque, le Council on Foreign Relations, la Carnegie, etc., mais c'est vraiment le think tank dominant pendant les premières années, la première moitié du XXe siècle. Et là, ce qui est carrément significatif, c'est que c'est le Sénat américain qui a écrit la Brookings et qui leur a dit, écoutez, là j'ai mis l'extrait de la lettre du Sénat, vous êtes quand même, vous êtes les meilleurs en quelque sorte, vous avez une réputation extraordinaire, et nous on ne sait pas faire, on ne sait pas mettre en œuvre le European Recovery Program, c'est trop compliqué, est-ce que vous pouvez nous pondre quelque chose, parce qu'on n'y arrive pas. Et un mois après, Brookings a sorti le programme, justement le plan Marshall, et qui a été appliqué. Voilà. Alors dans les années qui ont suivi, donc la Rand Corporation, évidemment, le think tank mythique de l'armée américaine, la Mitre, l'Hudson Institute, en 1961. Thibault, vous connaissez le Docteur Folamour, le film de Stanley Kubrick. Eh bien, le Docteur Folamour le personnage lui-même a été inspiré par le fondateur de l'Hudson Institute, Herman Kahn, qui était un futurologue de génie et qui était le premier à penser l'apocalypse nucléaire. C'était le premier à réfléchir et à émettre des hypothèses sur qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un conflit nucléaire. Et d'ailleurs, il était persuadé, l'histoire lui donnera peut-être raison prochainement, qu'il y aurait un conflit nucléaire forcément dans le monde et qu'après, mais seulement après, on mettrait en place un gouvernement mondial. Voilà, on verra. Quelques citations au début des années 60 pour vous donner une idée de l'importance de ces think tanks. Il y a un éditorialiste du New York Times qui dit en 1963, dans un article, « Never before have so many scholars and scientists been in the business of giving the government advice ». Donc c'est vraiment la floraison, le business du conseil au gouvernement sur les politiques publiques est devenu vraiment très très important. Et le président Lyndon Johnson, invité au 50e anniversaire de Brookings en 1966, a dit « Vous êtes une institution nationale tellement importante que pour le Congrès, pour le pays, que si vous n'existez pas, il faudrait qu'on demande à quelqu'un de vous inventer. » Donc à cette époque, vraiment, ces instituts ont pris une importance primordiale. Juste encore un petit mot sur Revolving Door.
40% des hauts fonctionnaires de politique étrangère du gouvernement Eisenhower avaient fait partie du Council on Foreign Relations, et ce chiffre est monté à 57% sous Johnson. Donc c'est vraiment le moyen de recaser les fonctionnaires qui n'avaient plus de poste, ou de les faire attendre pour un nouveau poste, etc. Très significatif, et on verra que le Council on Foreign Relations d'aujourd'hui a toujours un peu cette fonction de, finalement, de club, de VIP des affaires internationales. Donc, si vous voulez dîner avec un criminel de guerre, vous pouvez vous inscrire au Council on Foreign Relations, et puis vous aurez une soirée avec Kissinger. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, tout ça nous mène au début des années 70. Le mémorandum Powell, ça c'est un papier intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans la fin des années 60? C'est que finalement la société américaine, Lyndon lance son idée de Great Society. C'est une idée de développement des régulations déjà, de protection de l'environnement, des droits civiques, donc l'antiracisme, de la protection sociale. Et au final, l'opinion publique, au début, y est favorable, mais au fur et à mesure, il devient progressivement hostile, ou du moins n'adhère plus à cette idée de Great Society. Et par ailleurs, il y a des mouvements de jeunes, il y a les mouvements hippies et des mouvements de consommateurs qui sont menés par Ralph Nader, dont vous avez peut-être entendu parler, qui font que finalement la société capitaliste en elle-même est contestée. Et ça, c'est, comment dire, le mémorandum Powell qui a été commandité par la Chambre de commerce des États-Unis met en lumière cette menace sur les entreprises et sur la société capitaliste en disant, finalement, la société nous est favorable, la société ne veut plus d'augmentation du welfare, etc. Mais on a des mouvements qui finissent par être très puissants dans les universités, dans les associations de consommateurs, et qui mettent en péril notre modèle et le modèle des entreprises. Et ce mémorandum Powell, qui a été diffusé dans la Chambre de commerce et dans toutes les grandes entreprises, a fait l'effet d'une sorte d'électrochoc qui fait que les entreprises se sont mises à investir massivement dans toutes les organisations qui pouvaient défendre une idée de la société qui leur serait favorable, c'est-à-dire développement des idées conservatrices et défense de la libre entreprise et dérégulation. Et c'est là qu'on a vu l'explosion des think tanks conservateurs, et notamment la création de Heritage Foundation, qui est le think tank conservateur par excellence. Alors pour vous donner une idée quand même de l'ampleur de ce mouvement, c'est que l'American Enterprise Institute, qui avait été créé en 1943, qui était pratiquement le seul think tank à défendre la libre entreprise dans les années 40-50, et qui était finalement qui végétait un petit peu, a vu son budget multiplié par 10 dans les années 70-80, ce qui fait qu'il est revenu au niveau de la Brookings alors qu'il était un nain à côté. Et Heritage a également, en 10 ans, alors Heritage a été créé en 73, par Weyrich et Feulner, a atteint le budget de la Brookings dans les années 80. Donc on s'est retrouvé avec un mouvement de think tank conservateur extrêmement puissant, et qui a aussi adopté des méthodes nouvelles. Les méthodes de Brookings, c'était nous, on est des experts, on fait des rapports, on vous les délivre, et puis vous les lisez et vous les appliquez. Et puis basta, c'est normal parce qu'on est les meilleurs. Heritage était une sorte d'iconoclaste, c'est-à-dire qu'eux, ils ont adopté des méthodes beaucoup plus radicales, avec de l'agite-prop, avec de l'activisme, etc. Et ils ont mis en œuvre, ils ont défini deux principes importants, qui étaient le briefcase rule et le airport rule. Le briefcase rule, c'était quand vous faites un rapport, il faut que ça tienne dans l'attaché-caisse de l'attaché parlementaire qui rentre chez lui. Et le airport rule, c'est il faut qu'il puisse le lire entre le temps où il quitte le Congrès et où il prend son avion à l'aéroport. Et ça, c'est pas très longtemps. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle le policy brief. Le policy brief, c'est une note de 1, 2 ou 3 pages qui va vous dire finalement quelle orientation donner à votre politique si vous voulez atteindre tel objectif. Et aujourd'hui encore, vous cherchez sur Internet, donc les policy briefs. Tous les think tanks en font, mais ça a été inventé par Heritage. Il faut qu'on accélère. Je passe.
Et le grand succès d'Heritage, ça a été évidemment l'élection de Ronald Reagan, à laquelle ils ont contribué. Ils n'ont pas fait l'élection de Ronald Reagan. Et je vous passe sur les détails de l'affaire du Watergate, la présidence catastrophique de Gerald Ford, etc., etc. Mais bon, bref, on est arrivé à l'élection de Reagan. Et Reagan, à la première réunion de son cabinet, il a fait déposer sur tous les sièges là, de ses secrétaires d'État, Mandate for Leadership, un livre de 1093 pages édité par Heritage Foundation, et il a dit c'est comme ça que nous allons gouverner. Donc là, c'était vraiment, c'est l'apothéose du think tank, si vous voulez. C'est là qu'on se rend compte qu'ils ont atteint le cœur du pouvoir politique avec ce coup extraordinaire du Mandate for Leadership. Et Ronald Reagan a appliqué une grande partie de ce qui était dedans. Après, il y en a eu, évidemment, pour chaque président conservateur a eu son Mandate for Leadership, donc ils ont continué à les appliquer. Donc vous voyez le policy brief pour les congressmen qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas d'équipe et qui veulent des choses simples et faciles à appliquer. Et puis pour les équipes présidentielles, des principes traduits en actions politiques très claires et résumés dans ces livres. Voilà. Je vais passer rapidement sur cette slide, mais juste pour indiquer que pendant les années Bush, c'était plutôt l'American Enterprise Institute qui était au pouvoir devant Heritage, puisque Dick Cheney était un ancien directeur de American Enterprise Institute. Condoleezza Rice venait de la Hoover Institution, et il y a eu également un autre think tank très influent du temps de George W. Bush, c'était le Mercatus Center. Un think tank, alors c'est le think tank le plus important dont vous n'ayez jamais entendu parler, vous comprendrez pourquoi je dis ça tout à l'heure, mais un think tank un peu de l'ombre, mais qui a été très influent, notamment sur les questions de dérégulation. Trump, un petit mot sur Trump, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, ben oui, mais lui, qu'est-ce qu'il avait comme think tank? Il n'en avait pas au début, et aucun think tank n'a roulé pour Trump. Mais alors, dans le film de tout à l'heure, on a entendu qu'effectivement il y avait le milliardaire Mercer qui l'a beaucoup aidé et qui a financé son programme, et Mercer donne effectivement au grand think tank conservateur. Mais Trump n'a pas été vraiment encouragé. Aucun think tank au départ dans les primaires républicaines n'a roulé pour Trump. Mais au final, Heritage est très content parce que Trump adopte la plupart des mesures qui sont décrites dans les 5 blueprints, là, qui présentent le Mandate for Leadership, mais en petits morceaux, si vous voulez. Il en a déjà... Donc vous voyez, à droite, là, c'est la liste que tient Heritage et que rend public Heritage sur son site pour dire voilà les mesures qu'on a préconisées, voilà ce que Trump a adopté ou est en cours d'adoption, etc., etc. Donc ils en ont 334, et il y en a plus de 60% qui ont déjà été adoptés. Donc ils sont contents. Ils sont contents, mais ils ne sont pas bénis oui-oui, parce qu'ils ne se privent pas de taper sur Trump quand il fait quelque chose qui ne leur plaît pas. Et notamment, le dernier budget a été une catastrophe pour les think tanks conservateurs, puisqu'on prévoit une augmentation de déficit de 1 000 milliards de dollars. Alors, ça ne leur va pas du tout. Hein. Pour Heritage, c'est vraiment une catastrophe. Comme quoi, ils sont quand même fidèles à leurs idées plus qu'à des personnes. Alors vous allez me parler des démocrates. Mais oui, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, les démocrates? Pendant la présidence Clinton, ils avaient un petit think tank qui s'appelait Democratic Leadership Council, mais qui n'était pas très, très actif. Et du coup, en 2003, ils se sont retrouvés en disant on se fait battre à plat de couture, comment on fait? Et tout simplement, il y a un type qui s'appelle John Podesta, que vous connaissez peut-être pas, mais comme vous pouvez le voir, il a des relations. Et puis, lui, il ne craint pas les alternances. Hein. Il est toujours sur la photo. Il n'y a pas de problème. Depuis Bill Clinton, il est dans Air Force One, il est dans tous les colloques, il est sur les podiums avec Hillary. Ils se font la bise. Exactement, c'est le Jacques Attali américain. Et lui, il a dit, on va faire comme eux, on va refaire le même coup qu'Heritage. Et ça a marché. Ils ont fait un rapport en 2002 qui disait pourquoi les think tanks progressistes n'ont pas l'efficacité d'Heritage. Ils ont pris les conclusions du rapport, et John Podesta a été chercher George Soros et quelques autres milliardaires qui étaient plutôt du côté de leurs idées, et ils ont créé le Center for American Progress. Et ça a marché. 2 élections plus tard, exactement comme Heritage, il aura fallu 2 élections, mais finalement, Obama a été élu.
Et donc le camp des idées, puisque dans les années 90, on disait le Parti républicain, c'est le parti des idées, le camp des idées est passé du côté des progressistes, des démocrates. Il faut que j'accélère encore plus. Des think tanks, ça marche quand ils ont de l'impact, et leur souci, c'est d'en avoir le plus possible. Et ils font tous des mesures d'impact sur tout ce qu'ils peuvent imaginer, c'est-à-dire évidemment le nombre de rapports publiés, le nombre de tweets retweetés, le nombre d'auditions devant le Sénat, etc. etc. Juste quand même, pour l'information, les comptes Twitter, vous voyez, des principaux think tanks, ils sont quand même impressionnants. Hein. Heritage, 629 000 followers. C'est pas Rihanna, mais c'est pas mal quand même. Hein. Et alors l'avantage qu'ils ont, c'est que par rapport à un think tank français qui va avoir quelques milliers de followers, c'est qu'ils sont suivis au niveau international. Ça fait, je pense, une grosse différence. Mais quand même, c'est impressionnant. Hein. Tout cela, ils ont plus de 100 000 followers. On va peut-être accélérer pour aller sur la politique étrangère. On fera des focus lors des questions sur l'influence. Désolé, Philippe. Il y en avait encore beaucoup. Alors du coup, je vais vite, en moins de 5 minutes, essayer de vous parler un petit peu des think tanks dans la politique étrangère. Je voulais articuler donc mon intervention autour de 4 problématiques principales qui caractérisent le mieux, selon moi, l'activité des think tanks et leur relation avec le monde politique, avec la communauté des décideurs. Donc l'expertise, un outil de soft power, l'activité de médiation et l'instrumentalisation. Donc ça, je vais essayer de faire rapidement. Le premier point, c'est le plus classique qui m'est apparu, c'est les think tanks comme pourvoyeurs de notes et d'une expertise qui se veut objective. Je voulais donc rapidement m'appuyer sur un des rapports de la Rand Corporation que je trouvais absolument très représentatif de ce cas. Puisque c'est un rapport qui a été publié en septembre 2017 qui s'appelle When the Islamic State Comes to Town et qui donc, comme son nom l'indique, s'intéresse à comment l'État islamique gouverne dans les villes d'Irak et de Syrie qu'il contrôlait à l'époque, parce que c'était entre 2013 et 2016, le temps qu'ils ont analysé, et évaluer donc l'impact économique sur ces villes et sur l'activité. Donc, sur quoi ils se sont appuyés, c'est ça qui est le plus intéressant dans la méthodologie, c'est qu'ils ont utilisé des données issues de l'observation des satellites. Donc, ils ont utilisé les observations des satellites il y en a à peu près 800 des satellites américains, dont plus de la moitié sont des satellites commerciaux. Et ils ont eu accès donc à des images de très haute résolution qui leur ont permis de photographier ce qui se passait en temps réel dans une des zones les plus dangereuses au monde. Ils ont permis aussi de capter de la chaleur humaine, ce qui permettait donc de savoir à peu près quelle était la population qu'il y avait dans une ville, par exemple à Ramadi en Irak, combien il y avait de civils à Mossoul, il y avait Tikrit aussi en Irak. Et ça permettait donc de savoir la fréquentation d'un marché, le trafic sur les routes, l'approvisionnement en électricité, tout ça en observant du ciel. Ils ont pu avoir, donc ils ont accédé à certains résultats, je les ai mis, moins 36% de la population urbaine, donc il y a eu des chutes évidemment, beaucoup de personnes qui avaient fui les villes quand ils sont arrivés, mais tous ne sont pas restés, tous ne sont pas partis, pardon. Et pourquoi je vous dis tout ça c'est pour vous montrer que un rapport comme ça, les chercheurs ont eu accès à des données grâce à leurs liens historiques et actuels avec donc le département de la défense américain, et ils ont pu travailler et participer d'une certaine manière à l'élaboration de la politique étrangère, parce que vous comprenez bien que les États-Unis ne prendront pas le même risque en termes de bombardement et de stratégie militaire si à l'intérieur de Mossoul il y a 500 000 personnes civiles ou s'il y en a 200. Donc c'est clairement illustratif de l'expertise des think tanks qui se veut opérationnelle, qui se veut la connaissance opérationnelle des propositions concrètes. Donc maintenant je vais passer rapidement au deuxième point, qui était les think tanks avec leur stratégie d'implantation à l'étranger. Et en quoi c'est un outil de soft power, tel que ça a été donc théorisé par Joseph Nye en 1990. Ce qu'on observe, c'est que depuis la fin de la guerre froide, les think tanks américains ont entamé une stratégie d'implantation à l'étranger en ouvrant des bureaux. Donc ils ont quitté la Massachusetts Avenue à Washington DC et ils ont ouvert des bureaux. Donc je ne vais pas tous
tous vous les citer, mais la Brookings Institution, ils sont installés à Pékin, à Doha au Qatar en 2008 et à New Delhi en 2013. La Carnegie, c'est pareil, hein, ils en ont même plus. Ils sont même à Beyrouth, à Moscou. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que évidemment, ils n'ouvrent pas des bureaux n'importe où. Ils ouvrent des bureaux, donc depuis la fin de la guerre froide, surtout dans les pays émergents, là où il y a des opportunités, pas forcément que économiques, mais aussi obtenir des ressources humaines et renforcer leur crédibilité en ayant accès à des sources de premier plan. Voilà, donc on comprend bien l'intérêt de l'ouverture de ces bureaux, à la fois pour les think tanks et aussi pour les États-Unis, pour le gouvernement, puisqu'il s'agit, à travers évidemment donc à travers les think tanks et l'élaboration de rapports en langue anglaise, on sait très bien que à travers la langue, c'est tout aussi une vision du monde qui est véhiculée, et donc cette forme de diplomatie intellectuelle est vecteur des valeurs qui se veulent américaines, de l'universalisme américain, libéralisme, économie de marché, démocratie, etc. Donc il y a toute cette stratégie-là. Mais ça ne se limite pas à ça, puisque les think tanks, et c'est là aussi un outil important pour le politique de façon générale, c'est les activités de médiation. C'est-à-dire la diplomatie track 2, ou voie 2, quand on veut traduire, par opposition donc à la diplomatie track 1, qui est la diplomatie classique, des professionnels de la diplomatie qui mènent des négociations entre États, rien de plus classique. Mais quand il y a des contextes de tension, des contextes de crise, histoire de ne pas rompre totalement le dialogue, histoire de ne pas couper les ponts, par le biais de la société civile, d'acteurs non étatiques, on cherche à maintenir des liens. Alors ça a été théorisé en 1981, je ne vais pas revenir dessus, mais pour vous citer juste quelques cas, effectivement, Carnegie dans les années 80 a beaucoup œuvré pour préparer la société sud-africaine d'après-apartheid en réunissant des membres de la société civile, donc des instituteurs, des opposants, des religieux, des petits fonctionnaires, pour préparer donc la période d'après-apartheid. Alors je ne vais pas vous les citer, mais plus récemment, la Brookings Institution, entre 2013 et 2015, a beaucoup tenu des réunions via son centre de Doha, qui a été créé fondé en 2008, et a beaucoup organisé des réunions par le biais de ses chercheurs d'opposants syriens, couvrant tout le spectre des nationalistes laïcs jusqu'à frères musulmans, et pour essayer de préparer une société, la société syrienne d'après Assad. Donc, vous me direz, quelle efficacité? La diplomatie track 2, c'est bien, c'est gentil, mais est-ce que ça marche? Il y a eu un rapport de la Rand Corporation en 2007 sur cette question-là, et il tirait 2 leçons à partir des cas conduits au Moyen-Orient et en Asie du Sud. La première leçon, c'était qu'effectivement, on n'observait pas un changement radical, qu'il n'y avait pas une résolution des conflits. La preuve, c'est que tous ceux que j'ai cités là, ils sont encore présents. La Syrie, le conflit entre États-Unis et Iran, à part l'Afrique du Sud, mais voilà. Mais la deuxième leçon, c'était qu'il y avait un rôle important dans les perceptions. Que si influence il y avait, c'était sur le long terme. Ça permettait de ne pas couper les ponts et ça permettait de créer, en tout cas, des liens qui pouvaient servir pour plus tard. Et j'en passe à mon dernier point, qui est l'instrumentalisation des think tanks. Donc là, le cas le plus célèbre, entre guillemets, le tristement célèbre, c'est le PNAC, Project for a New American Century, qui avait été créé en 1997 par des anciens hauts responsables du département de la défense américain, qui avaient ces responsabilités-là dans les années 80-90, et qui considérait que George Bush père, lors de la première guerre du Golfe, n'était pas allé au bout de la logique qui aurait dû aboutir, selon eux, à l'éviction de Saddam Hussein du pouvoir. Donc, quand Bill Clinton a gagné les élections, ils sont repartis dans les think tanks, et ils ont créé donc celui-là. Et quand George W. Bush a gagné en 2001, ils sont revenus dans son cercle de proches, et c'est régulièrement considéré qu'ils ont joué, évidemment il n'y a pas de déterminisme, il n'y a jamais une seule cause à un phénomène, mais qu'ils ont participé, ils ont contribué à la guerre d'Irak en 2003, qui a été un désastre. Voilà, je crois que le temps passe et je vais peut-être pas passer je passerai sur la Brookings Institution rapidement, et l'article à charge du New York Times en septembre 2014, vous le trouverez, qui a pointé du doigt les liens entre le Qatar et la Brookings. Voilà, c'est accessible en ligne et c'est les témoignages de nombreux chercheurs de la Brookings. Voilà.
Alors, on a donné des sueurs froides à la régie qui va nous dire combien de questions on a le droit. Il nous en reste, je sais pas. Savoir si on peut ici revenir sur un point en particulier qu'on a. On finit à l'écart, d'accord. Ok, donc je vois que des gens s'agitent, donc on va laisser la parole aux questions de la salle. Alors, c'est parti. Merci. Merci aux deux intervenants. Juste une question pour les deux intervenants concernant les rapports entre Donald Trump et les think tanks. On se rappelle qu'en 2016, au moment de la campagne présidentielle, Trump a déclaré à plusieurs reprises vouloir assécher le marigot à Washington, et on sait très bien que les think tanks font partie de ce marigot. Je voudrais savoir quel a été l'effet de ces déclarations d'intention. Donc concrètement, est-ce que les think tanks ont été affectés par des mesures prises par l'administration Trump? Non, pas directement. Par contre, on a constaté un ralentissement du volume de philanthropie globalement. Alors je ne sais pas si c'est dû spécifiquement à la politique de Trump. Ce qui est sûr, c'est que Trump déteste les experts. Donc a priori, il n'a pas fait de publicité au think tank. Mais on voit qu'il s'est quand même, je vous l'ai montré sur une diapo, fendu d'une visite au President Club Meeting de la Heritage Foundation. Donc eux ont trouvé grâce à ses yeux. Mais il est sûr que... Et ils ont un certain nombre d'experts qui ont rejoint l'administration Trump et qui se sont occupés de la transition. Donc, il n'y a aucune raison que, en dehors des attaques pour les médias et des tweets vengeurs, son action aille plus loin concernant ces organisations, notamment leur statut. On n'en a pas parlé, le statut fiscal, le fameux 501c3 qui leur permet d'être exonérés d'impôts. Je ne pense pas que ça puisse changer dans les années qui viennent. Donc si je peux me permettre, alors que par exemple en France, le statut de défenseur d'intérêt est à peu près défini maintenant avec la loi Sapin, que le statut de fondation est à peu près défini juridiquement. Il n'y a pas un objet juridique en France think tank, alors que visiblement aux États-Unis, il y a un objet juridique qui permettrait... Non, cette loi fiscale, ça correspond à quoi? C'est pas réservé aux think tanks, loin de là, puisqu'il y a les églises aussi qui sont dans le même statut. Les 501c3 sont ce qu'on appelle les charities. Ce sont des organisations à but non lucratif dont l'objet doit être le bien commun, en gros. Et c'est très intéressant sur le plan fiscal. Mais par contre, il y a des limitations sur le fait de ne pas, par exemple, participer à la campagne d'un candidat directement. Ça, c'est pas possible quand on est 501c3. Donc, il faut passer en 501c4. Et plusieurs think tanks, donc le Center for American Progress et Heritage Foundation, ont des sortes de filiales qui sont en 501c4 et qui, elles, vont pouvoir participer plus directement au financement enfin, pas au financement, mais disons, intervenir plus directement dans le débat politique sans risquer de perdre leur statut. Le 501c4 permet aux donateurs d'être exonérés d'impôts sur leurs dons, mais ne permet pas aux sociétés qui les reçoivent, elles, de ne pas payer d'impôts. Alors que le 501c3, c'est l'exonération, et les think tanks veulent absolument garder ce statut pour pouvoir continuer à vivre, hein, puisque on n'en a pas parlé, mais pour eux, c'est struggle for life, c'est-à-dire que la guerre des think tanks se fait en direction des décideurs politiques, mais aussi en direction des donateurs. Ils se disputent les donateurs. C'est à qui pourra avoir... On n'a pas parlé de cette partie, mais le financement des think tanks dépend en grande partie des fondations, des grandes fondations philanthropiques, dont certaines donnent à tous les think tanks, mais dont certaines autres choisissent clairement leur cible en fonction de l'utilité que ça va procurer pour leur business. J'avais une slide sur les frères Koch. On a parlé des Mercer tout à l'heure. Les frères Koch, ce sont les parrains, en quelque sorte, du mouvement conservateur. Il y a 3 organisations qui ont dépensé $1 milliard pour les élections de 2016. Hein. C'est le Parti républicain, le Parti démocrate et les frères Koch. Donc ça pèse quelque chose. Et dans ces 1 milliard, il y en a une toute petite partie qui va au think tank. Bonsoir. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire entre le rapport think tank et cryptoactifs, les crypto-monnaies, les libertariens par exemple, quelque chose
Non, pas spécialement. Il y a des think tanks qui travaillent sur ce dossier. On voit passer régulièrement des briefings, nous, sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui devient un sujet de politique publique, donc c'est traité par de nombreux think tanks. Il est évident que les think tanks libertariens vont être plus enclins à favoriser ce genre de thématique. Le think tank libertarien par excellence, c'est le Cato Institute, qui a été créé par justement un des frères Koch en 1978. Et ce sont des gens qui s'inspirent beaucoup de la philosophie des thèses développées par Ayn Rand, qui est l'icône un peu du libertarisme aux États-Unis. Et tout ce qui peut réduire l'influence de l'État, effectivement, les intéresse. Donc, ce sont des sujets qui sont traités. Mais je n'ai pas en tête un think tank qui ait vraiment pris une position particulièrement en pointe là-dessus. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore de dons en Bitcoin. Non, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à les accepter. Ils prennent tout, même les cartes de crédit. Je voudrais poser une question en anglais, mais vous pouvez répondre en français, si c'est bon. Think tanks sometimes have very interesting data, very interesting facts. You mentioned this satellite analysis, things that a normal person or a normal institution just cannot do for financial or other reasons. I'm a journalist, and I'm always wondering, apart from the conclusions and the recommendations the think tanks give to the public or to policy makers, for the sheer facts, are they usually a trustworthy source for people like me, for journalists or the public? Ça dépend. Non, plus sérieusement, oui, ça dépend, parce que évidemment que les think tankers aux États-Unis, c'est un métier qui est vraiment prestigieux. On les voit souvent dans les médias, et ce sont souvent les think tanks, les chercheurs des think tanks des grandes institutions qui sont présents, la Brookings, ou même ceux qui sont un peu plus colorés idéologiquement, Heritage, tout ça. Après, c'est aussi en fonction du journaliste, des questions qu'il a à poser, en fonction de ce qu'il veut y trouver. Et donc oui, forcément, il y a des think tanks, comme je l'ai rappelé, qui prétendent en tout cas avoir des analyses beaucoup plus objectives, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus claires. Mais il y en a d'autres qu'on appellera plus les advocacy tanks, ou qui ont des stratégies plus de lobbying, qu'on assimilera plus à des lobbies, qu'on assimilera plus à des boîtes à idées pour des partis politiques. Je pense en France par exemple à Terra Nova, proche du PS, je pense à la Fondapol qui est plus proche des Républicains. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant connues du grand public, qui sont connues du monde journalistique. Donc après, c'est aussi essayer de réussir à faire les différences entre tous ces différents think tanks. Et souvent, comme Olivier l'a montré, dans les professions de foi, on arrive rapidement à cerner à peu près, est-ce que ce think tank est beaucoup plus scientifique, objectif, ou alors est-ce qu'il est plus partisan d'un côté comme de l'autre. Alors il y a le droit de... J'ai encore juste un mot à ajouter. À tout le moins, c'est intéressant de savoir comment pensent les inspirateurs des partis politiques. Ça, c'est le minimum qu'on peut attendre. Si vous allez lire un policy brief de Heritage Foundation, forcément, vous savez que derrière, il y a cette idée de free enterprise, limited government, etc. Et donc vous allez le lire avec ce prisme. C'est pas pour autant que ce que vous allez lire n'est pas intéressant et qu'il n'y a pas des données factuelles. Peu de think tanks ont été pris en défaut là-dessus, justement Heritage, parce qu'il y a une période Heritage qui a été pas terrible pour eux ces dernières années. Quand Jim DeMint a pris la direction d'Heritage, Jim DeMint, c'était un partisan de Tea Party, et ça a été assez... Personne n'a compris pourquoi ce type était devenu le directeur d'Heritage, puisque ils ont perdu en crédibilité un peu du jour au lendemain. Alors que, bien qu'étant, je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, c'est étant conservateur, c'est pas parce qu'on est de conservateur qu'on a des mauvaises idées, ils étaient quand même un think tank crédible. Donc oui, les think tanks sont crédibles, jusqu'à preuve du contraire, mais il faut savoir qui parle et au nom de quoi ils parlent. Mais c'est toujours intéressant de lire une idée progressiste et une idée conservatrice ou libertarienne, une vision de la société qui vous permet finalement de forger votre propre vision.
Alors la dernière question qui devra faire 10 secondes et la réponse fera 2 fois 30 secondes. Alors, je vais être très court. Par rapport à la question de l'efficacité que vous avez posée tout à l'heure, je voulais savoir, il y a eu la vague des révolutions colorées dans l'ex-espace soviétique dans les années 2000, il y a eu la vague des printemps arabes. Il a été dit à plusieurs reprises, notamment dans la presse, que les Américains, sous-entendu, certaines fondations étaient derrière. Quelle est la part de réalité? Quelle est la part de fantasme? Merci. Ça dépend. Non, une fois plus sérieusement. À mon avis, pour ce qui est des printemps arabes et même donc des révolutions de velours dans les pays d'ex-URSS, il y a une part de fantasme, oui, clairement. On ne peut pas voir derrière chaque mouvement, chaque phénomène politique ou social, la main américaine. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers la stratégie d'implantation de bureaux de think tank à l'étranger, ça véhicule des valeurs qui infusent la société. Donc quand Carnegie ouvre un bureau à Beyrouth en 2006, c'est pas anodin, c'est aussi pour couvrir la région, c'est aussi pour avoir recruté de nouveaux chercheurs en langue locale au Liban. Là, donc on peut pas complètement écarter cette hypothèse. Tout comme on ne peut pas en faire non plus l'alpha et l'oméga de l'explication des printemps arabes, où là on a toute une série de facteurs historiques, politiques, économiques, sociaux, vraiment très larges. On a une palette très large, mais ça peut être un élément de réponse, effectivement. Moi, je dirais que ce n'est pas les think tanks qui sont à la manœuvre dans ce genre de phénomène, mais plutôt ce qu'on appelle les grassroots associations, c'est-à-dire des organisations de terrain qui vont organiser des manifestations, faire des réunions publiques, etc. J'ai un exemple avec la première guerre en Irak, lors de l'invasion du Koweït, où il y avait eu des associations c'est ce qu'on appelle l'astroturfing en réalité, des fausses associations qui ont été créées aux États-Unis pour propager, donc soi-disant étant gérées et organisées par des Koweïtiens, pour propager l'idée que les Irakiens allaient tuer les bébés dans les maternités koweïtiennes, etc. Et ça fait l'objet d'une campagne qui a été largement reprise dans les médias, etc. Et ça a mobilisé l'opinion américaine et probablement l'opinion dans certains pays arabes contre l'Irak. Mais ça, c'est pas du travail de think tank. C'est quand même de la sale besogne quelque part. Et normalement, les think tanks ne se prêtent pas à ce genre de manipulation. Ok, merci beaucoup. On conclura sur cette sale besogne alors.